qui sont présents. Donc on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la RSE dans les PME. Donc, et identifier, essayer de donner quelques lignes directrices pour voir comment on peut changer d'échelle. Et vous allez voir que c'est nécessaire. Donc, moi, je suis Arnaud Bergerot, je suis directeur des opérations chez Goodwill Management. Et bonjour à tous. Également ravi d'être présent. Et Enzo Bourri, je suis responsable de mission RSE pour le groupe Baker Tilly Strego. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dire quelques mots. Donc, Baker Tilly Strego est une entreprise de conseil aux organisations. Ce sont près de 1600 collaborateurs répartis dans près de 50 bureaux pour servir 25 000 clients et notamment 80% de TPE-PME. Donc on est également concerné par le sujet. Nous sommes spécialisés aujourd'hui sur 5 métiers: l'expertise comptable, l'expertise sociale, l'expertise juridique, l'audit et le conseil. Et aujourd'hui, nous ne sommes finalement plus un simple cabinet d'expertise comptable. Nos clients attendent plus de nous. Ils attendent notamment du conseil. Et c'est à nous de savoir leur répondre sur un certain nombre de problématiques que les dirigeantes peuvent rencontrer au quotidien, et notamment sur le sujet de la RSE, du développement durable, et ce qui nous mène à notre rapprochement avec Goodwill Management. Et donc Goodwill Management, un cabinet de conseil en performance économique responsable. On travaille sur des sujets comme l'économie et la finance responsable, l'économie circulaire, les low-tech, le climat, l'environnement et bien sûr les stratégies RSE. Et nos deux entreprises, Goodwill Management et Baker Tilly Strego, sont labellisées Lucie. Alors, comme on va parler des PME, écoutez, on voudrait voir s'il y en a dans la salle. Donc, s'il vous plaît, si vous travaillez dans une PME, est-ce que vous pourriez lever la main ? Allez, un cinquième, un quart peut-être. Bon, merci. Alors, bien entendu, vous qui travaillez dans une PME, j'espère que vous allez avoir des outils pratiques et concrets pour voir comment vous lancer ou accélérer la démarche ou peut-être aider certains de vos collègues d'autres PME à aussi avancer. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des grands groupes ou dans des ETI, normalement, vous n'êtes pas venus là pour rien parce que vous avez des PME soit dans votre chaîne de fournisseurs, soit, si vous êtes en B2B, parmi vos clients. Et un de vos rôles aussi, c'est d'accélérer la transition de vos fournisseurs et de vos clients et de vos parties prenantes. Donc normalement, tout le monde va y trouver son compte. Donc pourquoi vouloir parler de PME aujourd'hui ? Donc Enzo vous l'a dit, il y a 80% de PME dans les clients de Baker Tilly Strego. Donc vraiment, c'est les entreprises avec qui on peut être au contact vraiment au quotidien. Mais quelques chiffres qui sont intéressants sur les PME. Je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais c'est quand même une part significative de notre économie. Les PME, au sens entreprises entre 10 et 250 salariés, c'est 150 000 entreprises en France. Celles qui font moins de 10 salariés, 2 600 000 entreprises. Donc c'est vraiment énorme, ça représente quasiment 50% de l'emploi et un peu plus de 40% de la valeur ajoutée. Donc c'est un pan essentiel de notre économie. Et dans une transition vers des modèles plus responsables, les PME vont être des acteurs essentiels et incontournables. Or, jusqu'à présent, elles ne se sont peut-être pas lancées. Elles pensaient peut-être que la RSE était l'apanage des grands groupes. Or, tous ces sujets les concernent et vont les aider dans leur transition. Alors, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est comment les faire bouger alors qu'il y a finalement peu ou pas de contraintes réglementaires pour les PME en ce qui concerne vraiment directement la RSE. Certaines d'entre elles vont avoir quelques contraintes à venir, celles qui sont cotées, mais les autres, dans les prochaines années, les 4-5 prochaines années, ne vont pas avoir de grandes contraintes. Donc comment les faire bouger ? Nous, on leur propose et expose 3 gros arguments. Numéro 1, c'est l'urgence. Je pense que vous le savez tous, il y a en gros une dizaine d'années devant nous pour changer nos modèles de consommation et de production. Donc il y a urgence à agir et pour arriver à la cible dans 10 ans, il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Donc ça, c'est un des premiers arguments. Deuxième argument, c'est que la transition, elle va se faire.
elle va se faire, et la seule question que les dirigeants et dirigeantes de PME doivent se poser, c'est est-ce que je veux la subir ou est-ce que je veux la choisir, d'une certaine façon. Et le troisième gros argument, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les risques réglementaires, parce qu'il y a de nombreux autres risques auxquels les PME sont exposées, auxquels elles vont devoir faire face. Et je vais laisser Enzo vous les présenter. Donc effectivement, si le risque réglementaire ne sera pas une contrainte pour les PME, il existe de nombreux autres risques. Alors en tant que professionnel du chiffre, on a aussi cette déformation professionnelle d'aborder le sujet sous l'angle des risques. Donc on va évoquer plusieurs risques, notamment pour les PME. Le premier risque, c'est le risque physique. Le risque finalement de subir les conséquences des changements environnementaux et de ne pas s'y adapter. Les conséquences physiques du changement climatique sur les entreprises sont déjà bien visibles en France, hein, et on le voit de plus en plus dans les journaux. On entend des inondations qui perturbent les transports ferroviaires, on entend des sécheresses qui interrompent le transport fluvial, ou encore qui affectent par exemple nos exploitations agricoles. Donc ça, c'est un vrai risque, un risque physique auquel sont confrontés les PME. Ensuite, le deuxième risque, c'est on va dire le risque d'évolution de l'offre et de la demande. Du côté de la demande, on peut voir qu'on assiste à une évolution des attentes des clients, que ce soit d'ailleurs des clients en B2B, donc des clients entreprises, ou des particuliers, et donc des attentes qui évoluent et qui affectent déjà les modèles d'affaires. Du côté de l'offre, compte tenu du contexte de raréfaction des ressources, de réduction des stocks disponibles, ça pose la question de la pérennité finalement des approvisionnements des PME. Et je dirais qu'en conclusion de tout ça, le dernier risque, c'est aussi le risque de ne pas se saisir de la RSE comme opportunité, comme potentiel stratégique, finalement, de revoir son modèle pour manœuvrer dans le contexte et dans les évolutions à venir. Et donc la prise en considération des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités ne peut pas être optionnelle. Il s'agit d'un enjeu de compétitivité aujourd'hui et de survie demain. Et donc Enzo vous l'a dit, chez Baker Tilly et chez Goodwill, on est des professionnels du chiffre. Donc on a besoin de chiffres pour nous éclairer. Et c'est pourquoi on a lancé un questionnaire auprès des PME. On est allé également à leur rencontre pour arriver à tisser les liens entre RSE et PME et comprendre comment ils mettaient en œuvre la RSE. Et donc, cette étude, elle nous a permis de traiter 3 grandes questions. Numéro 1, où en sont les PME en termes de maturité, tout simplement. Où est-ce qu'elles en sont dans ce chemin vers des nouveaux modèles de production. Numéro 2, quels sont les profils motivationnels des dirigeants et des dirigeantes de PME, des PME elles-mêmes, pour s'engager dans la RSE? Qu'est-ce qui les motive? Et du coup, ça nous permet aussi de répondre à une 3e question, c'est quels vont être les leviers à actionner pour accélérer la démarche. Donc on a lancé cette enquête dans les derniers mois avec Baker Tilly Strego, Goodwill Management, le label Lucie dont je vous ai parlé et également la Maïf qui était fort intéressée par la question. On a eu des réponses d'environ 330 entreprises. Ça, c'est à travers le questionnaire. Ensuite, on a fait des entretiens qualitatifs avec un peu plus d'une dizaine d'entreprises pour arriver à croiser toutes ces informations et à les ancrer dans le réel. Hein, c'était essentiel. Et on a quand même une bonne représentativité au niveau des PME, puisque vous voyez, on a en gros un tiers de moins de 10 salariés, un tiers qui est entre 10 et 50 et un autre tiers qui est entre 50 et 250. Et donc, que nous disent les PME, finalement? Numéro 1, en termes de maturité, la note, elle est moyenne. On ne peut pas dire autrement. Dans notre système de notation, ça tombait pile poil à 10 sur 20. Donc, si elles passaient leur bac, elles l'auraient eu avec justesse. Il n'y a pas de quoi se féliciter, d'une certaine façon. Tout juste. Mais il y a quand même des disparités. Il y a un sujet, le social, sur lequel elles ont vraiment une longueur d'avance. On l'observe de façon généralisée. Et un autre sujet, le sujet environnemental, sur lequel, au contraire, elles sont un petit peu en recul et elles ne se sont pas encore saisies de tous les outils qu'elles avaient à leur disposition. Si on fait un zoom dans le sujet environnemental, on observe qu'elles se saisissent mieux du sujet carbone, émissions de gaz à effet de serre. Il y en a un certain nombre qui répondent sur ce sujet.
Par contre, les sujets de biodiversité, les sujets de numérique responsable, ceux-là, ils restent quand même cantonnés à des entreprises de taille plus importante. Donc les PME, ça leur semble un petit peu lointain. Et, pardon, juste avant, Enzo, s'il te plaît, un petit mot. C'est vrai que on avait utilisé ce terme lors d'une précédente conférence où il fallait passer de l'intention à l'action. Quand même, ce qu'on observe avec cette note moyenne, c'est qu'on est en train de faire ce changement. C'est pas que il n'y a qu'à faucon, il y a des actions qui sont mises en œuvre, donc on passe à l'action, mais le chemin à parcourir, il est encore quand même assez important. Alors, quelques éléments chiffrés. Alors, en gros, on doit avoir 25 questions à peu près. Mais là, c'est juste une petite sélection des choses que l'on a trouvées les plus marquantes. Des chiffres pour zoomer un petit peu. Numéro 1, sur la gouvernance. Vous voyez, il y a quasiment un quart des PME qui ont formalisé des actions RSE dans le cadre d'une stratégie. Donc c'est vraiment assez carré, c'est formalisé. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut s'appuyer sur ce quart pour arriver à convaincre les 75% restants. Pourquoi c'est important pour une PME, finalement, de formaliser dans une stratégie ? Nous, ce qu'on a pu voir les derniers mois, c'est notamment dans la relation avec leurs grands clients, leurs donneurs d'ordre, qui sont parfois des plus grandes entreprises, et qui leur envoient, par exemple, dans les appels d'offres, des questionnaires pour savoir où est-ce qu'ils en sont en termes de RSE. Et en fait, une PME qui a déjà un document synthétique qui précise sa démarche, donne une stratégie, donne un cap avec des chiffres clés, eh bien ça leur fait marquer des points dans les appels d'offres, et on a eu des retours hyper positifs sur ce sujet. Donc, pour répondre aux demandes des grands donneurs d'ordre, ça c'est un point qui est assez important. Autre sujet, vous allez voir, les sujets sont assez variés, les droits de l'homme ou les droits de la personne, et le harcèlement en particulier. Donc le harcèlement, c'est un sujet qui traverse toute la société en ce moment et qui traverse bien entendu toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a près de 30% des PME qui n'ont mis aucune action en place pour réduire ce risque et éviter toute forme de harcèlement. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets sur lesquels ils peuvent enclencher, faire le premier pas assez rapidement. Nous, on a vu par exemple une entreprise, je pense que, bon, j'avance un peu, mais c'est intéressant d'avoir du concret, une entreprise qui avait par exemple un référent à harcèlement qui était au comité de direction. Forcément, ça ne marchait pas trop. Mais par contre, ils ont trouvé quelqu'un au sein des salariés. Et voilà, dans les discussions qu'on a eues ensemble, ils se sont dit, ah oui, ça ne pouvait pas marcher comme on l'avait construit. Bah, ils ont changé pour que ça fonctionne mieux. Et donc, vous voyez, c'est des petits changements organisationnels. Ce n'est pas des choses très complexes. Un sujet très important. Autre sujet aussi qui nous a marqué, c'est celui dans la catégorie des conditions de travail, où on est dans une situation où on a soif et envie de transparence. Les salariés ont envie de transparence de la part de leurs entreprises, la société civile au sens large. Et au final, on voit que dans près de 60% des PME, ils jugent que les rémunérations ne sont pas transparentes. Et là, à nouveau, des actions faciles à mettre en œuvre. Inscrire cette grille de salaire, la partager, la discuter. Et donc ça peut être mis en place assez rapidement, et donc on trouvait que c'était intéressant de le souligner. Autre sujet, on ne l'a pas mis ici au niveau des conditions de travail, mais c'est quand même que dans 2/3 des cas, il y a de bonnes conditions de travail dans l'ensemble dans les PME. Sujet extrêmement important, l'environnement. L'environnement, vous voyez, qu'est-ce qu'on observe ici? Ça nous a beaucoup étonné. 30% des PME nous disent qu'elles voient leurs émissions de gaz à effet de serre augmenter. Or déjà, ça doit nous interpeller, parce que notre objectif collectif au niveau européen, c'est de baisser de 55% nos émissions à horizon 2030. Donc tout le monde devrait être en train de baisser. Déjà, ça interpelle. Mais en fait, les 70%, ils interpellent aussi. Ils interpellent aussi parce qu'on a 70% des PME qui nous disent « moi, soit elles baissent mes émissions, soit elles stagnent ». Mais la réalité qu'on voit derrière, c'est que bien souvent, elles les mesurent peu, pas ou mal. Et donc, il y a un premier chantier, c'est d'amener une vraie culture de la mesure des émissions de gaz à effet de serre dans les PME. Les relations d'affaires, pardon. Les relations d'affaires, là aussi, un sujet assez fort. En fait, on voit qu'un tiers des PME incluent des critères RSE pour sélectionner leurs fournisseurs.
Ça, c'est hyper important parce que ça montre que finalement, ces PME, elles peuvent être un vecteur de la propagation de la RSE. Vecteur de la propagation, on dirait ce qu'on entend à la télé en ce moment, mais donc vecteur de la propagation de la RSE au sein des PME, mais aussi au sein de toute leur chaîne de fournisseurs. L'intérêt des consommateurs, assez étonnant, et on a dû creuser. 18% nous disent « je promeus des nouveaux modes de consommation ou alors j'aide mes clients presque à baisser leur consommation ». Donc c'est assez intéressant. 20% d'entre elles nous répondent ça. Alors, quand on a creusé dans le détail lors des entretiens qualitatifs, en fait, on a vu que le levier qui était souvent actionné, c'était celui de l'économie de fonctionnalité. Donc, d'avoir une partie de son chiffre d'affaires qui est générée plutôt par de la location que de la vente. Donc, c'est aussi ça qu'il y a derrière. L'économie de fonctionnalité, il semble que ce soit quelque chose dont les PME peuvent se saisir assez rapidement. Et enfin, le développement local. Il y a 75% des PME qui soutiennent le monde associatif. Et donc ça va dans leur ancrage local. Et ça, bien souvent, historiquement, c'est ce qui les a amenés dans le sujet. En fait, elles sont rentrées par cette connexion avec leur territoire et l'appui d'associations. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, l'objectif, c'était d'identifier des profils motivationnels au sein de ces PME. Et donc, en faisant une analyse statistique, on est arrivé à trouver 3 profils principaux. Un, celles qu'on a appelées les collaboratives. Alors, les collaboratives, ça va être des PME qui s'appuient sur leurs parties prenantes, internes, externes, pour se lancer dans la RSE. Ils se sont occupés de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices, ils se sont occupés des clients, ils se sont occupés des fournisseurs. Ils ont construit leur politique RSE autour de ces sujets. Par contre, on a observé que les collaboratives, elles étaient particulièrement en retard par rapport aux autres sur les sujets environnementaux. Donc là, elles ont pas mal de boulot. Deuxième catégorie, les locales. Alors les locales, comme leur nom l'indique, elles sont bien ancrées dans leur territoire. Elles se sont occupées avant tout de leur territoire, des hommes et des femmes de l'entreprise. Ça a été leur premier champ d'action. Et bien souvent, chez les locales, la RSE, elle a été infusée par un dirigeant ou une dirigeante motivée qui a lancé la démarche. Ce qu'on observe chez les locales, par contre, c'est qu'il y a un manque de formalisation et puis surtout que cette RSE, elle n'est pas forcément dans le cœur de métier de l'entreprise. Hein, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple d'économie de fonctionnalité. Ça va toucher mes produits directement. Elles n'ont pas forcément mis la RSE au cœur de leur modèle économique. Et ensuite, les dernières, les organisées. Donc les organisées, eh bien, elles sont rentrées dans la RSE par la norme, par la certification. Elles ont été ISO 9001, elles ont été ISO 14001. Peut-être qu'elles ont eu un responsable QSE qui, avec le temps, s'est transformé en un responsable RSE. Elles ont des tableaux de bord, elles ont des chiffres, elles pilotent, elles voient les évolutions. Mais par contre, petit point d'amélioration pour elles, c'est que sur le sujet social, alors elles sont bonnes comme toutes dans l'ensemble, mais elles sont un petit peu en retrait par rapport aux autres parce que ça va peut-être un peu en dehors des éléments classiques de la QSE, à part le volet sécurité. Donc vous voyez, ces 3 profils, ils nous permettent déjà de comprendre comment elles se comportent et aussi comment aller plus loin, comment les faire bouger plus rapidement. Alors, pour compléter le premier sondage, je voudrais avoir un peu vos avis parmi ceux et celles qui travaillent dans des PME. Est-ce que ceux qui se reconnaissent davantage dans les collaboratives pourraient lever la main? Quelques collaboratives, merci beaucoup. Est-ce que certains et certaines se retrouvent dans les locales? Merci. 2 et 2. Et enfin, les organisés. Les organisés un petit peu plus. Alors, je vois que pas tout le monde s'est reconnu dans un profil. C'est normal, il y a aussi d'autres profils. Il y a peut-être le profil qu'on n'aurait pas mis, c'est les expertes, celles qui sont déjà bonnes surtout. Mais je vois qu'il y a un peu de toutes les catégories. Merci beaucoup. Et l'idée, voilà, c'est que maintenant, voir comment on peut enclencher le mouvement. Et donc, Enzo, je te laisse la parole.
Donc effectivement, on vient de faire un peu l'état des lieux de la maturité des PME en matière de RSE, qui nous montre l'étendue du chantier, mais également leur point de départ, donc selon les profils retenus. Je vous propose maintenant peut-être de s'intéresser aux leviers à actionner pour engager un plus grand nombre de PME dans la transition. Alors selon nous, 4 facteurs clés de succès. 4, de la formation, des outils, du collectif et des aides. Et selon ces 4 facteurs clés de succès, qui nous semblent être essentiels pour engager cette transition, premièrement, de la formation. On observe un déficit de connaissances sur le développement durable. Par exemple, sur ce que sont les 7 piliers de l'ISO 26000. Qu'est-ce qu'implique la neutralité carbone pour mon entreprise ? Qu'est-ce qu'une démarche d'éco-conception ? Ou encore peut-être, qu'est-ce que mettre en place une stratégie d'achat responsable ? Donc on observe ce déficit de connaissances et qui a une conséquence, notamment celle d'entraîner une mauvaise appréciation des enjeux pour les PME. Notamment ce qui compte vraiment pour elles, donc tant pour leur business, leur développement, mais également pour leurs parties prenantes et pour répondre aux enjeux du développement durable. Donc la formation, elle est importante. Deuxième facteur clé de succès, des outils simples. Dans les faits, leur première crainte aux PME, c'est de se retrouver rapidement avec une usine à gaz. L'objectif est donc de leur proposer des outils simples de diagnostic qui leur permettent d'évaluer leur maturité, voir ce qu'elles font déjà de bien, leurs bonnes pratiques, et également leurs axes d'amélioration. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour progresser ? On peut également leur proposer de réaliser des rapides bilans carbone qui leur permet également de se structurer et de venir objectiver leurs enjeux et leurs impacts pour identifier les actions à mettre en œuvre. Et ensuite, on peut leur mettre à disposition des listes d'actions concrètes qui ont déjà été mises en œuvre dans les entreprises et qu'elles peuvent facilement dupliquer, ce qui permet aussi de mettre finalement le pied à l'étrier. Troisièmement, du collectif. Je crois que cette notion de collectif, elle est importante, surtout pour les entreprises locales, où on a vu qu'elles ancraient le développement de leur démarche RSE sur le territoire. Et afin d'illustrer ce collectif, je souhaite vous parler d'un accompagnement qui m'a particulièrement marqué, celui de 3 entreprises, donc dans le département de l'Eure-et-Loire, donc dont on peut voir les noms à l'écran. Donc l'entreprise Javot, qui est une entreprise industrielle de production de mousse, l'entreprise KE France, qui est une entreprise qui conçoit des protections solaires, donc notamment des stores, des pergolas, et puis l'entreprise Corsin, qui est une carrosserie industrielle. Donc ces 3 entreprises souhaitaient se lancer dans une démarche RSE, mais ne savaient pas forcément comment se lancer. Et ce dispositif d'accompagnement qui a été mis en place, donc collectif, a démarré par 2 jours de formation afin de reprendre peut-être les fondamentaux sur la RSE, de s'initier aux outils, notamment aux outils d'évaluation de maturité, qui a finalement permis aussi de leur montrer qu'elles ne partaient pas de zéro. Et ça, c'est aussi un point important. C'est vraiment de se dire d'où on part et qu'est-ce qui est déjà fait dans l'entreprise pour aussi capitaliser là-dessus. Et donc, une fois qu'on a fait ces étapes de formation, on a pu travailler avec elles sur la priorisation des enjeux. Quels sont les combats que vous devez choisir ? On ne peut pas forcément être partout, donc quels sont les enjeux prioritaires sur lesquels vous devez agir ? Et puis ensuite, travailler sur un plan d'action. Un point également important est celui peut-être de la force de l'échange entre les dirigeants, qui permet de partager les bonnes pratiques, de se challenger sur les enjeux, et également de travailler ensemble sur les actions qu'elles peuvent mettre en place. Un exemple concret, par exemple, l'entreprise KE France, à la suite de cet accompagnement, a souhaité réaliser un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre, et puis a mis à disposition son modèle de calcul aux 2 autres entreprises, pour leur dire aussi, bon, allons-y, on se lance et on pousse aussi cette démarche climat. Et donc finalement, ce qu'on observe, c'est que cette expérience collective, elle permet d'entretenir cette émulation et renforce finalement l'envie de progresser sur le sujet et de s'engager. Et peut-être le dernier point, donc des aides. Effectivement, c'est l'argument qu'on entend souvent, celui de la difficulté pour les PME de mobiliser tant des ressources humaines que des ressources financières. Il existe différents leviers qui sont à portée de main des PME aujourd'hui. On parle par exemple du recrutement d'une personne en alternance, ou encore d'une personne sur un contrat de VTE vert. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sorti dans le cadre de la solution Un jeune, une solution, et qui propose à des jeunes
de pouvoir devenir en quelque sorte le bras droit des dirigeantes des PME sur tous les sujets environnementaux. Et donc ça, c'est aussi des aides, notamment des aides humaines, qui sont à la main des entreprises. Également, la sollicitation des OPCO. On peut mobiliser des budgets de formation pour financer une partie de ces accompagnements, notamment parce que ces accompagnements sont un réel transfert de compétences et d'outillage des entreprises sur le sujet. On peut également parler du dispositif tremplin pour la transition écologique des PME, dont on entend un peu parler en ce moment, et qui est issu du plan de relance et qui permet aux entreprises de financer un certain nombre d'actions, des investissements comme des études. C'est le cas par exemple du bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui est éligible jusqu'à 5 000 euros d'aide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bilan de gaz à effet de serre, c'est entre 1 000 et 4 000 euros de reste à charge après subvention pour des entreprises selon leur taille, leur secteur d'activité. Mais voilà, c'est autant de moyens qui rendent aussi la RSE un peu plus accessible. Et puis, peut-être pour terminer, et également dans le cadre du plan de relance, de plus en plus de prêts ont été développés et sont accessibles pour les PME pour financer tous ces investissements. Et l'ADEME vient de sortir un recueil de toutes les aides disponibles. Donc n'hésitez pas aussi à aller le consulter parce qu'on n'en a parfois pas toujours connaissance. Il faut en parler aux PME de ce qui peut exister parce que c'est un vrai coup de pouce, quoi. Et concrètement, on pense que si ces 4 facteurs sont réunis, on assiste à des entreprises qui s'engagent, qui mettent des actions en place, et on va essayer de vous donner quelques exemples. Par exemple, on a pu voir l'amélioration de la réparabilité des produits dans une entreprise de matériel de jardin qui souhaite s'engager à sensibiliser leurs clients sur la réparabilité, notamment en leur donnant un plus grand accès à des pièces détachées, mais également à des tutoriels pour pouvoir réparer eux-mêmes leur matériel. On a également assisté à un assureur qui a souhaité créer et proposer de nouvelles offres de produits d'épargne ciblées notamment sur l'ISR pour ses clients, mais également la réduction de primes d'assurance pour des entreprises vertueuses en matière de RSE. Et ça, c'est aussi un argument qui peut s'entendre pour des PME. Également, la réalisation d'analyses de cycle de vie sur les produits phares. Là, c'est le cas d'une entreprise industrielle dans l'agroalimentaire qui prend conscience de la part de ses impacts, notamment liés à ses achats de matières, et qui démarre une analyse de cycle de vie sur les produits phares de la société pour pouvoir avoir une analyse objective de ces impacts et pour pouvoir mettre en place des actions de réduction. Et peut-être une dernière action, c'est le lancement. Donc c'est une entreprise industrielle qui fait de l'impression industrielle, qui vient de lancer un projet de R&D pour limiter justement l'utilisation des ressources dans ces produits finis. Et puis on peut citer d'autres actions comme ce dont parlait Arnaud tout à l'heure sur des actions qui sont faciles à mettre en œuvre, la nomination d'un référent harcèlement avec un système d'alerte, la réalisation de bilan carbone, la mise en place de baromètres sociaux pour écouter aussi quelles sont les attentes des salariés dans ces PME, la création de postes de référents RSE pour porter aussi les sujets et pouvoir avoir un peu plus de main-d'œuvre pour mettre en place les actions. Donc voilà, un certain nombre d'actions qui sont possibles et qu'on constate quand on réussit à réunir ces quatre facteurs clés de succès. Merci beaucoup Enzo. Et effectivement, vous voyez, il y a des actions qui sont dans le cœur de métier de l'entreprise, les 4 premières qu'a listées Enzo, et puis d'autres actions qui sont peut-être plus des quick wins, mais c'est important d'avoir un bon mélange entre les deux dans les PME pour se préparer au long terme et agir aussi tout de suite et montrer à tout le monde dans l'entreprise que les choses bougent. Donc, en guise de conclusion, vraiment, je voudrais attirer votre attention sur le nombre de PME et leur poids dans l'économie. Donc, 150 000 PME, 2 600 000 micro-entreprises, 50% de l'emploi. Et pourtant, ces boîtes, aujourd'hui, elles sont à la croisée des chemins. Elles ont fait la moitié du chemin vers la RSE. Et donc, 3 profils qui peuvent nous aider à enclencher et à mieux les comprendre, c'est les collaboratives, les locales, les organisées. Chacune a un peu ses spécificités. On voit par exemple que pour les collaboratives, la clé, ça va être sûrement d'amener les enjeux environnementaux. Pour les locales,
c'est plutôt la structuration et le cœur de métier. Et enfin, pour les organiser, ça va être plutôt les volets RH et sociaux. Donc, chacune peut avoir ses priorités et c'est important d'arriver à, on va dire, voilà, à enclencher les bonnes actions pour lancer la machine. Et donc, pour arriver à enclencher ces actions, la formation, le collectif, les outils et les aides, elles en ont besoin parce que elles ont vraiment pas du tout les mêmes moyens, les mêmes ressources pour se lancer dans ces sujets qui sont bien souvent assez nouveaux pour elles. Et donc, vous voyez que on espère que face à l'urgence dont je parlais en introduction, on espère que ces premiers outils, cette catégorisation, cette façon d'agir va permettre d'enclencher le mouvement chez vous, si ce n'est pas déjà fait, ou d'aider vos clients ou vos fournisseurs dans cette direction. Merci beaucoup. Et on a maintenant un peu de temps pour les questions. Je crois qu'il y a une première question. Il faut qu'on passe un micro. Alors, excusez-moi, je crois qu'il vaut mieux privilégier le micro pour entendre les questions sur la rediffusion. Bonjour, c'est mieux ? La note de 10 sur 20, elle est calculée comment ? Première question. Et la deuxième, du même ordre, quand vous dites que vous voyez l'augmentation, ou que les PME voient l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qu'elles ont, est-ce que c'est à activité égale ou est-ce que c'est parce qu'elles sont en croissance, justement ? Donc sur la première partie de la question, la notation, simplement, on a différentes questions et différentes modalités de réponse. Les modalités de réponse nous donnent une note. Les notes sont consolidées, par exemple, au niveau du sujet RH, du sujet gouvernance. Et ensuite, on a délibérément fait le choix, donc c'est décomposé en fonction des 7 questions centrales de l'ISO 26000. Et on a délibérément fait le choix de faire la moyenne des 7 questions centrales. C'est-à-dire, on n'a pas dit la gouvernance c'est mieux que les RH ou c'est mieux que l'environnement. On n'est pas rentré dans ce débat, on a fait une moyenne. Donc c'est comme ça qu'on obtient le 10 sur 20. Après, sur le sujet des augmentations des émissions, les augmentations des émissions, alors bien sûr c'est du déclaratif, mais néanmoins, vous voyez, ça interpelle en termes de déclaratif. Et la deuxième partie, c'était est-ce que c'est lié à leur croissance ? Vous avez raison que ça, on n'a pas cette information. On l'a pas. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à horizon 2030, il faut arriver à faire décroître nos émissions malgré la croissance. Il y a une question de ce côté, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question en fait sur la mise en place de la collaboration, l'exemple que vous avez cité. Comment vous amenez les entreprises d'un territoire à collaborer sur un sujet qui peut quand même les mettre aussi en concurrence ? C'est pas si simple que ça. Enfin, je sais pas. Voilà, j'ai une question sur cette mise en place. Ouais, effectivement, là-dessus, on a beaucoup l'approche de travailler avec des réseaux, notamment des réseaux de dirigeants d'entreprise. Et ils ont déjà l'habitude en fait d'échanger, de travailler sur un certain nombre de sujets communs d'ailleurs, hein, sur leurs problématiques. Et donc en fait, on fait simplement qu'ajouter le sujet de la RSE dans les discussions et dans les groupes de travail de ces réseaux-là. Et globalement, et quand on parlait tout à l'heure du profil des entreprises locales, on voit qu'elles s'ancrent dans le territoire et elles n'hésitent pas non plus à partager ces problématiques-là avec les dirigeants autour. Donc c'est plutôt dans ce cadre, dans cette approche un peu réseau, qu'on va réussir aussi à les toucher et à lancer des groupes de travail là-dessus, quoi. Oui, puis il y a le fait également que Baker Tilly a 50 bureaux au plus près des clients. Donc voilà, il y a ce bureau à Maintenon qui connaît très bien les entreprises du territoire et ça permet d'avoir un maillage assez resserré, de connaître les sympathies éventuellement entre les dirigeants et dirigeantes et ramener les bonnes personnes dans la salle. Bonjour. Est-ce que j'avais le sentiment, en pensant aux PME, qu'on était plutôt encore sur le stade du pourquoi faire de la RSE que du comment. Est-ce que vous, quand vous rencontrez des entreprises, donc déjà a priori si elles vous sollicitent, c'est qu'elles sont déjà un petit peu intéressées au sujet ou on vous a recommandé,
Mais est-ce que vous êtes sûr que dans donc effectivement ces millions d'entreprises, on n'en est pas encore vraiment, quand on regarde la totalité, au stade du pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que ça coûte de l'argent, on sort d'une période qui est compliquée. Comment est-ce que vous réussissez à estimer ce potentiel ou ce travail qui reste encore à faire d'explication de l'utilité pour eux de se transformer en fait? Désolé, c'est un peu général, mais parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on est beaucoup dans qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on va changer des trucs, mais j'ai le sentiment qu'en fait, pour celles que j'ai rencontrées, il faut déjà leur expliquer quels sont les intérêts pour eux de se transformer, en fait, si c'est pas automatique. Alors, moi, j'ai une impression, Enzo, tu compléteras peut-être, c'est que finalement, alors, il faut aller les chercher, hein. C'est-à-dire que... voilà, il y a encore du boulot. Il faut aller les chercher, il faut aller encore les sensibiliser. Mais celles qui viennent volontairement, elles viennent un peu... Bon, j'ai pas bien compris cet acronyme-là, mais j'ai entendu mon collègue qui faisait ça, j'ai mon client qui m'a parlé d'eux, j'ai mon fournisseur qui m'a dit qu'il en faisait, j'ai ma fille qui me parle de la transition écologique au dîner. Donc, bon, j'ai compris que j'étais dans une seringue et qu'il valait mieux prendre de l'avance. Ça, on l'entend pas mal, quoi. Donc vous voyez, je ne suis pas au courant de tout. J'ai plein de pièces du puzzle, mais je ne les ai pas encore assemblées. Et en fait, notre rôle, ça peut être de les aider à assembler tout ça, quoi. Donc ça, on le retrouve pas mal. Voilà, c'est un des éléments assez forts, je pense, dans leur envie de bouger. Et le volet économique dont vous parliez, il est hyper fort, hein. C'est pour ça que, même si c'est un peu... évident, on a mis ce sujet des aides, parce que sans ça, elles n'iraient pas, quoi. Actuellement, avec le tremplin bilan carbone, un tas de PME ne toucheraient pas du tout à leur bilan carbone s'il n'y avait pas ces aides, quoi. Si je peux compléter, on a la chance aussi chez Baker Tilly Trego en tant qu'expert comptable d'être conseiller des dirigeants d'entreprise. Et on est, les experts comptables font partie je vais dire presque le copilote de l'entreprise et l'interlocuteur clé sur à peu près toutes les problématiques et tous les besoins de l'entreprise. Et donc, on a aussi ce rôle un peu proactif et d'influence de dire ah bah tiens là, compte tenu des enjeux certes, mais ton secteur d'activité, de ton marché, tu as un enjeu là-dessus. Et on est entendu. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait la force des experts comptables, mais également peut-être des banquiers et des assureurs, la garde rapprochée des dirigeants d'entreprise, de pouvoir adresser ce type de sujet-là. Et on arrive à les convaincre. Alors, je veux dire la réalité, hein, y a pas toutes. Il ne faut pas perdre son énergie encore à essayer de toutes les avoir, mais d'en envoyer quand même un certain nombre qui, derrière, influencent et entraînent le mouvement. C'est plutôt l'approche qu'on a. Mais ouais, le gros rôle des experts comptables de faire entendre aux dirigeants d'entreprise que ce sujet-là est un enjeu pour leur business et pour leur entreprise. Vous leur parlez d'enjeux ou vous leur parlez de gestion du risque? Alors c'est ce que je disais au début, donc la déformation professionnelle, plutôt de risque, parce que c'est le discours qu'ils ont l'habitude d'entendre de notre part, plutôt sur un volet économique et financier. Donc l'idée, c'est plutôt de garder la même approche, plutôt de risque. Alors moi, j'ai une espèce d'entre-deux, c'est que pour tous les enjeux sociaux et environnementaux et pour l'urgence dont on a pu évoquer, il y a des choses à faire, et au-delà de l'altruisme qu'on peut avoir à répondre à ces enjeux-là, en fait, si c'est pas pour cette raison-là, il y en a d'autres, quoi. Et là, on peut sortir aussi, en gros, l'argumentaire. Et en général, ça suscite des questions. J'ai un exemple concret, là, c'était une entreprise, ils étaient 10 personnes. Et le dirigeant m'a dit, bon, écoute Enzo, alors je le connais un peu, donc c'est pour ça qu'il m'a fait venir, mais il m'a dit, écoute Enzo, je suis pas écolo, en 2100, je serai mort et j'ai pas d'enfant. Et là, je me dis... Là, ça va être compliqué. Je me dis, j'ai 1 heure avec eux, je vais en profiter pour essayer de sensibiliser au maximum. Et en fait, il est venu avec tous les salariés de l'entreprise. Ils étaient une dizaine. Et en fait, il n'a pas parlé de toute l'heure. Par contre, tous ces salariés étaient intéressés. Et il est venu me voir à la fin, il me dit, je ne pensais pas que ça intéresserait autant et que ça intéressait autant mes salariés. Et ça, typiquement, ça a été un peu sa prise de conscience de se dire, ok, je dois y aller, quoi. Donc c'est là où je dis, si c'est pas la réponse, on va dire altruiste, c'est de dire... Ok, en fait je pensais pas, mais là j'ai peut-être un enjeu et je dois y aller, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça. Juste pour rebondir sur la question qui venait de poser et cet échange,
on voit qu'il y a effectivement peut-être un début de pression de société civile ou d'engagement des collaborateurs. Certaines banques commencent à bouger. Vous avez parlé des assurances aussi. Mais finalement, dans une logique de chaîne de valeur, toutes ces PME, elles ont aussi des clients. Et finalement, moi j'accompagne des PME, typiquement sur ce genre de choses. Il est très rare qu'une PME gagne un appel d'offres parce qu'elle a fait preuve d'une performance d'un point de vue RSE forte. Voire, à mon avis, ça n'arrive jamais. Et du coup, quel est votre... Pardon ? Elle peut le perdre, par contre. Oui. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous voyez les choses bouger de ce point de vue-là ? Parce qu'une PME a aussi des fournisseurs. Et donc, dans la fonction achat et dans leur manière d'acheter, en termes de maturité là-dessus, est-ce que vous voyez les choses bouger ? Ouais, dans cette relation-là, vraiment, on a un exemple cette année d'une entreprise bretonne qui va être vraiment là dans les locales, qui est venue nous voir en disant j'ai mes clients, grands comptes, c'est Picard et autres, ces clients, ils sont dans l'agroalimentaire, qui va m'envoyer des auditeurs. Enfin, ils les avaient déjà envoyés et ça s'était mal passé. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer encore du monde à venir pour regarder ce que je fais en termes de RSE. Donc, ils étaient un peu paniqués. Alors que vraiment entreprise locale, c'est-à-dire je fais de la RSE sans le savoir, super ambiance dans l'entreprise, mais pas très intéressée à son cœur de métier. C'est d'ailleurs elle qui a mis en place les ACV sur des produits ciblés, quoi. Donc voilà, il y a quand même cette influence, quoi, hein. Ça ne répond pas à toute votre question, mais je suis d'accord avec le fait qu'a priori, elles ne vont pas gagner d'appel d'offres grâce à ça, mais elles peuvent perdre l'attention du donneur d'ordre si, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle griffonne un truc dans l'appel d'offres case RSE quand elles n'ont pas de stratégie, versus celle qui en a une, elle met un argumentaire construit et ça fait la différence, quoi. Donc, c'est pas encore l'alpha et l'oméga, mais ça débloque des choses. Il y a une autre question, Émilie, juste à côté de toi. Donc, encore deux, peut-être, on a le temps. Alors, j'en aurais deux, en fait. Ah ouais. Partagez un peu. La première, c'est par rapport à votre étude. Déjà, est-ce qu'elle est disponible ? Et deux, vous parlez de 330 PME. Et j'avais un peu la même question que monsieur d'origine là-bas. C'est que beaucoup de gens disent que la RSE va passer par les dirigeants. Sauf que moi, je pars du principe que ça va passer aussi par les managers de proximité, par des ambassadeurs. Et que du coup, quand vous avez fait cette étude des 330 PME, qui vous a répondu à l'étude ? Est-ce que ce sont les dirigeants uniquement ou est-ce que ce sont aussi les équipes ? Alors, l'étude, elle est disponible sur notre site dès maintenant. Donc, vous devriez la trouver facilement. Et je crois que Émilie va la relayer sur les réseaux sociaux également. Donc, ça devrait être assez facile à trouver et à télécharger. Il y a plus de détails d'ailleurs. Sur les répondants, plutôt des dirigeants ou des managers. D'accord. Donc, du coup, vous avez pas on a ce point de vue. Ouais, ok. Et ma deuxième question, vous parliez tout à l'heure de tremplin, mais vous parliez également du fait qu'apparemment, il y a un recueil maintenant de l'ADEME qui est fait avec toutes les aides. Oui. Il est disponible. Alors moi, je l'ai reçu dans ma boîte mail, j'ai vu recueil des aides de l'ADEME et je me suis dit c'est une super chose parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets au niveau national, au niveau régional, départemental et c'est compliqué de savoir dans quelle case on se positionne. Et ils ont sorti un recueil, moi je l'ai reçu par mail, mais a priori je pense qu'il est disponible sur le site de l'ADEME. Ok. D'accord. Très bien. Merci. Il y avait une dernière question peut-être Et moi, c'était plus pour rebondir sur les questions qui étaient posées juste avant. En fait, il y a par exemple des notions sur l'étude que vous avez faite. Moi, je la trouve pas redondante, justement, qui complète bien et cohérente avec des études qui ont été faites par la FNOR sur le label engagé RSE, mais sur où en sont en fait les gens qui sont engagés là-dedans, sur des études de BPI France qui montrent qu'il y a beaucoup de dirigeants de PME qui disent « Ok, moi j'ai vu le rapport du GIEC, ou en tout cas j'ai vu des communications dessus, j'ai envie d'agir. Ouais, mais bon, je commence par quoi en fait chez moi ?» Et c'est là que vous avez effectivement un rôle. Et puis vous êtes appuyé aussi sur le label Lucie, qui a quand même de mémoire 70 consultants en France, qui a un petit peu de recul aussi là-dessus. Donc ça vous permet quand même d'avoir une certaine cohérence avec ça. Et puis après, sur la question des appels d'offres, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre. Moi, j'ai été en PME dans le passé, avant de travailler à la FNOR et avant de travailler chez Green Flags actuellement. Et je me suis avoir mis en place une démarche RSE qui, en un an,
a été différenciante. C'est-à-dire qu'on avait 10% des critères d'appel d'offres qui étaient sur le critère RSE. Alors d'accord, ça ne fait pas tout, mais 10% quand même, ça motive un petit peu. Et à l'époque, on était sur quelque chose de « vous avez une démarche ou vous n'en avez pas ». Aujourd'hui, on a des gens qui sont formés en fait, là-dessus, à qui on ne peut pas raconter non plus juste « ok, je fais quelque chose », il faut être plus avancé que ça. Et c'est là que les PME, elles ont besoin de quelque chose aussi, d'avoir de quoi adresser le sujet de façon un peu plus technique et professionnelle que juste oui, vous inquiétez pas, j'ai des bacs à brouillon, quoi. Ouais, tout à fait. C'est cette approche organisée, professionnelle qui fait vraiment la différence. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu et passez une excellente journée. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand.